Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre de l'écologie et du développement durable et puis ancienne ministre de la santé. Vous êtes chroniqueuse. Des sports. Et des sports. Et voilà, parce que c'est important des sports, parce qu'on va parler de votre livre « La vie commence à 60 ans », bien dans son âge, et on va dire que le sport, évidemment, c'est important. Une question d'actualité, la première salle de shoot qui ouvre à Paris. C'est une bonne chose ou pas? C'est une très bonne chose. Vous savez que je suis une militante des salles d'injection surveillée. J'avais commandé un rapport de l'INSERM en 2010 pour étayer cette décision, rapport qui concluait à l'opportunité, à la pertinence des salles d'injection surveillée. On a perdu du temps. Je n'avais pas gagné l'arbitrage. Pour des raisons idéologiques, parce que le voisinage se plaint de l'ouverture de ces salles qui existent en Suisse ou ailleurs. Oui, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Canada, alors que justement l'entourage, le voisinage en est le premier bénéficiaire. Parce qu'en général, on installe ces salles d'injection surveillées dans des quartiers où il y a énormément d'usagers de drogue. Et c'est les voisins, c'est les proches qui voient les bagarres entre toxicos, les seringues ou le matériel usagé traîner sur les trottoirs, risquant de blesser, y compris des enfants. Donc le bénéfice est aussi pour le voisinage. Toutes les expériences de salles d'injection surveillées le montrent. Oui, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, comme le demandent par exemple les écologistes, légaliser le cannabis? Alors la question est posée. Je suis prête à bouger sur ce sujet parce qu'il faut bien reconnaître une chose. La France est le pays en Europe où il y a le plus de consommateurs de cannabis et où la législation est la plus répressive, aussi bien au niveau du trafic, ce qui se comprend, mais au niveau de l'usager. Donc devant un tel échec, le plus de répression et le plus de consommation, il faut de toute façon bouger sur ce sujet. Alors, bouger, ça veut dire quoi? Légaliser? Non, on dit que c'est un trafic qui rapporte 1 milliard aux trafiquants par an. Non, le problème n'est pas de légaliser, mais peut-être de réfléchir à la pénalisation, ou du moins à la dépénalisation. Parce que, alors, on continue dans l'échec, puisque 10% des personnes qui sont incarcérées et qui causent la surpopulation dans les prisons sont des usagers de cannabis. On mobilise énormément de forces de police sur cette affaire. Et le trafic de cannabis, vous rappelez les chiffres et vous avez raison, nourrit d'autres trafics, et en particulier les trafics terroristes. Oui, on voit à Viry-Châtillon le trafic de drogue qui a entraîné l'attaque et la tentative d'assassinat de deux policiers, qualifiés de sauvageons par le ministre de l'Intérieur. C'est vraiment des sauvageons? Ça n'est que des sauvageons? Ce sont d'abord des criminels, ce sont des trafiquants, oui. Ce ne sont pas seulement des sauvageons. Je trouve que le terme est un peu fade. Oui, c'est-à-dire que là, on voit qu'effectivement, on a affaire à de la grande criminalité autour du trafic de drogue. Oui, ou à partir de trafiquants, de trafic de drogue qui peuvent apparaître comme assez anodins, une sorte des tentacules qui vont vers d'autres trafics criminels. Alors, en matière de drogue, il y a le tabac. Alors, évidemment, vous dites dans ce livre, pas du tout de tabac. Vous conseillez, évidemment. Mais là, c'est l'entrée en vigueur aujourd'hui du paquet neutre. Ça va changer quelque chose, ça, Roselyne Bachelot? Écoutez, contre le tabac, qui, je le rappelle, cause près de 70 000 morts directement et en fait beaucoup plus indirectement parce que toutes sortes de maladies sont impactées par le tabac, il n'y a pas de choix. C'est l'interdiction totale du tabac, enfin le fait de ne pas consommer du tabac, et le paquet neutre est une excellente mesure. La seule mesure véritablement et profondément efficace, c'est l'augmentation massive du prix du tabac. On devrait le mettre à combien? À 10 €? Peut-être même plus. Il est déjà à ce prix-là. Vous le mettrez à combien, le paquet, Roselyne Bachelot? Non, mais c'est une augmentation d'au moins 30 à 40% par rapport au prix actuel du tabac. Oui. Et alors, Marisol Touraine, votre successeur au ministère de la Santé, a annoncé aujourd'hui qu'elle passait à 150 € par an le remboursement du sevrage, qui était jusqu'ici remboursé qu'à 50 €. Mais c'est pas suffisant. C'est bien. Ça coûte beaucoup plus cher. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux rembourser ceux qui veulent arrêter de fumer plutôt que de payer pour les maladies que ça entraîne? Très bien, si on peut le rembourser, si c'est finançable, oui. Oui, évidemment, ça coûte cher. Mais c'est une véritable politique de santé.
Ouais. Mais tous les ministres de la Santé, et Marisol Touraine, c'est son tour, si je puis dire, ont été confrontés à cette lutte que nous menons contre Bercy, hein, c'est clair. Parce que c'est vrai que l'augmentation massive du prix du tabac, Jean-Pierre Raffarin l'avait montré, parce que lui a fait une augmentation massive du prix du tabac, entraîne une baisse de la consommation. Donc une moindre recette pour les buralistes, donc il faut des mesures d'accompagnement pour des gens qui sont tout à fait estimables, bien entendu, et qui ont besoin de faire marcher des commerces. Et souvent d'ailleurs, il faut reconnaître qu'en milieu rural, le buraliste, il n'est pas que buraliste. Oui. Il est aussi le dépôt de la poste, il peut faire un dépôt de pain, un petit peu d'épicerie, des journaux. Donc mettre en difficulté les buralistes mérite des mesures d'accompagnement qu'on a déjà d'ailleurs largement commencé. Et donc voilà, il faut une politique globale sur ce sujet. Alors dans ce livre, vous commencez, Roselyne Bachelot, en disant « Un jour, j'ai traversé pour la dernière fois la cour de l'Élysée, on s'est un peu moqué de moi parce que j'arrêtais la politique. Hein, et vous dites, mais j'avais pas du tout l'intention de rentrer à ma maison et mettre mon chat sur mes genoux et regarder Question pour un champion à la télévision. Qu'est-ce que vous avez pour contre Question pour un champion ?» J'adore Question pour un champion. Non, mais vous ne voyez pas vieillir en regardant Question pour un champion. Oui, ou des chiffres et des lettres. Oui. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a souvent comment dirais-je, un avis sexiste sur les femmes en politique. C'est-à-dire qu'on serait en politique parce qu'on aurait été désigné comme une favorite désignée par le sultan dans le harem, et quand tout d'un coup on arrête la politique, eh bien on est en quelque sorte rejeté dans les ténèbres extérieures. Oui. Moi je suis docteur en pharmacie, j'ai fait évidemment, j'ai eu toutes sortes d'engagements professionnels et associatifs dans ma vie, j'ai souvent été sollicité pour avoir d'autres activités, et en particulier médiatiques, avant même d'avoir cessé ma carrière politique. Ben, moi, je vis. Oui, mais vous dites sexiste. C'est moins qu'aux États-Unis. Vous avez vu le débat Clinton-Trump, quand on accuse Trump d'avoir... il dit qu'il avait attrapé les parties génitales des femmes, il accuse Bill Clinton de viol. La chatte, j'ai cru comprendre. Ah, il dit quoi, pardon ? Il faut les attraper par la chatte, exactement. Oui, ça vous choque ou pas ? Ah, c'est affreusement choquant. Toute la campagne américaine est choquante. Je ne pensais pas que le pays, qui est quand même un des pays défenseurs de la liberté, le défenseur du monde libre, notre engagement à ses côtés fait que quelque part, le parapluie qui nous protège, son manche est tenu par les États-Unis. Que la campagne américaine soit descendue à ce niveau, que le pays d'Abraham Lincoln nous ait montré ce débat terrifiant entre Mme Clinton et Monsieur Trump, il y a un avantage quand même. C'est que je me suis dit, avec toutes ces insuffisances, ben quand même les politiques français, ils ont une autre allure. Ah oui, vous trouvez ? Oui. Non, mais vraiment. Non, mais parce que, par exemple, en France, on a des émissions à la télévision où on ne parle pas de politique, où on parle de l'intimité des hommes politiques. On a vu le succès d'une de ces émissions-là qui fait plus finalement d'audience que les vraies émissions politiques. Ça vous énerve ? Alors, ça m'énerve un point. L'émission est remarquablement faite, et Karine Le Marchand fait très bien son boulot, et c'est une émission très agréable. Mais c'est un feuilleton télévisé, c'est Amour, gloire et beauté, avec des hommes politiques qui ont accepté d'aller dans cette émission. Moi, si j'avais été la conseillère d'un homme politique, dans la campagne présidentielle, je lui aurais conseillé de ne pas y aller. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas raconter son enfance, ses petits chagrins, verser sa petite larme. J'ai toujours professé l'idée que quand on ouvrait la porte de sa cuisine, on autorisait à ouvrir la porte de sa chambre à coucher. Et que justement, ce qu'il y a dans la politique de terrifiant, c'est qu'on y embarque non seulement sa personne publique, mais sa personne privée et surtout les gens qui vous entourent. Et il faut les protéger, parce que nous, les politiques, on a dans la politique, bien sûr, des cailloux dans notre sac à dos, mais on a aussi beaucoup de plaisir et de bonheur. Sauf que les gens qui nous entourent, ils ont que les cailloux dans le sac à dos. C'est avilissant, c'est dégradant. C'est pas avilissant, c'est dangereux. C'est pas pareil. Hein. C'est dangereux pourquoi ? Pour la démocratie ? Non, c'est dangereux pour les gens qui vous entourent. C'est dangereux pour vos proches. Hein.
Et je trouve qu'on n'a pas le droit de les embarquer dans cette intimité. On n'a pas le droit de révéler cette intimité qui les concerne. Oui. On doit les protéger. Oui, et pour être heureux, voilà la recette du bonheur. Vous commencez dans ce livre en disant il faut faire la liste de ses envies. Oui. Alors vous dites il faut se débarrasser des vieux meubles, il ne faut pas mettre des talons hauts. Alors vous dites même pour qu'un premier rendez-vous sensuel, il faut éviter les vêtements, les sous-vêtements trop affriolants. Vous citez les jarretières, des choses comme Ah ça. non, alors ne réduisez pas mon livre à quelques anecdotes qui tiennent en 2 lignes. Parce que ce que j'ai voulu dire dans ce livre, qui est un livre convivial, amical, pour entamer la discussion, derrière cette première vision, il y a une deuxième vision, c'est que l'augmentation, un deuxième niveau, l'augmentation de l'espérance de vie, pour cette génération qui est la mienne, la génération, ce que j'appelle des sex plus, des personnes qui ont 60 ans et plus. Nous avons vécu une révolution de la contraception, révolution de l'activité professionnelle, mais nous sommes en quelque sorte tirés par toutes ces générations où on nous a appris que le sacrifice et le fait de ne plus vivre sa vie après un certain âge, ou se cantonner dans des tâches purement familiales et ménagères, une vie de sacrifice. Je dis, il faut vivre pleinement. Ça manifeste pour vivre après 60 ans. Mais oui, parce qu'on a 30 ans de vie qui nous attendent, d'espérance de vie. On a, quand on a 60 ans, la durée de vie qu'avait Mozart ou Arthur Rimbaud à sa naissance. 30 ans, il faut en faire des choses. Donc on se fait plaisir, on va au restaurant. Vous dites, alors on peut pratiquer plein de loisirs. Parmi les loisirs, vous dites, tiens, pourquoi pas un loisir affriolant, militer dans un parti politique. C'est pas très sexy, ça. Non, mais je dis aussi, il y a un moment où il faut larguer un certain nombre d'emmerdeurs, mais pour autant, il faut avoir des amis, des relations, parce que le fait d'avoir une vie sociale, de se socialiser, c'est très important pour rester jeune dans sa tête. C'est un très bon moyen d'éviter la maladie d'Alzheimer, ou du moins de la retarder. Et se faire des amis, je donne un certain nombre de trucs, et pourquoi pas un parti politique et militer dans un parti politique. Il n'y a pas beaucoup d'amis quand même dans les partis politiques, oui, ça vous le savez. Oui, quand vous êtes évidemment, quand vous faites une carrière politique, mais je vous garantis que quand vous êtes militant dans un parti politique, vous pouvez vous faire des vrais amis. Vous donnez les bonnes recettes de cuisine, tout ça pour se faire plaisir. Vous dites, alors, pas de tabac, ça on l'a bien compris, vous dites quand même un peu d'alcool, là, un petit peu quand même, vous n'interdisez pas ça. Ah non, mais je donne des règles strictes, c'est-à-dire l'alcool, c'est pas un poison, vous voyez à quel point, une boisson du quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vin sur la table familiale. On peut boire un petit coup de temps en temps. Mais dans un dîner, bien sûr, et il faut savoir que c'est jamais plus de 2 verres, c'est-à-dire que si on prend un apéritif, un verre de vin, moi je pense que si on prend un apéritif ensuite, on ne prend pas de vin après. Et attention à la coupe de champagne terminale, qui peut être effectivement terminale. Alors vous dites évidemment. Alors on peut être ronde un peu pour les femmes, dites oui, quand même. Ça, on ne peut pas le culte de la maigreur, c'est pas votre truc, hein. C'est-à-dire que après 60 ans, les régimes, je n'y crois pas, sauf dans quelques cas d'obésité pathologique où on est suivi de façon très médicale. Il faut le faire, il faut suivre évidemment les préconisations de son médecin, mais le régime, en général, un bon régime après 60 ans, c'est 10 ans c'est 10 ans de rides sur la peau et c'est pas bon. Et puis vous nous donnez donc les recettes, les filets de sole en duxelles de votre maman. Ça, c'est quand même une recette, c'est une révélation. Il n'y a que vous qui la connaissiez. C'est la recette de maman. J'ai les œufs en meurette de ma tante Thibaudat, de ma grand-tante, qui disait-on, dans la famille, avait dansé avec Napoléon III à la préfecture de Nevers, les filets de sole de ma mère, et puis la vraie recette de la tarte tatin qui a été donnée à ma mère par une personne qui travaillait chez les sœurs Tatin à la mode Beuvron. C'est un livre revigorant, très drôle comme vous, il vous ressemble, Roselyne Bachelot. Vous dites aussi qu'au resto, il faut payer sa note, sauf si votre chéri insiste pour le faire. Voilà. Ça, hein? Oui, mais j'arriverai pas à résoudre mes paradoxes. C'est-à-dire que je suis une féministe, mais de temps en temps, quand je me fais gâter, je ne dis pas non. Merci. Merci Roselyne Bachelot, c'est bien dans mon âge. Voici le livre publié donc chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invitée. Merci.